Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser Waste Management, qui est une entreprise de collecte et de gestion des déchets aux USA. En gros, c'est le Veolia américain. Dans cette vidéo, on va faire une analyse fondamentale, puis ensuite on va faire une analyse technique et je la comparerai également à ses concurrents directs, uniquement graphiquement parlant. Alors c'est parti, on commence, analyse fondamentale. Déjà, Waste Management, elle est cotée à New York et elle fait son chiffre d'affaires quasiment uniquement aux USA, donc aux États-Unis et 4% quand même au Canada. Globalement, cette entreprise, elle collecte les déchets, elle les traite, elle les emmène dans ses centres. Ce qui est recyclable est recyclé et également maintenant, on peut produire de l'énergie par exemple avec du méthane et cette énergie, elle est ensuite vendue. Elle fait ça pour les déchets normaux de tous les jours du quotidien, mais elle fait également ça pour les déchets dangereux. C'est une de ses autres sources de revenus. Donc vous avez vu, c'est une entreprise qui est super sexy, ça fait rêver, mais pourtant, pour l'investissement, c'est une très bonne entreprise, on va le voir dans cette vidéo. Au niveau de ses revenus, globalement, c'est à 80% la collecte et le traitement des déchets normaux. On voit que c'est un peu plus de 41% dans la partie est du pays et un peu moins de 39% dans la partie ouest. Ensuite, dans les sources de revenus supplémentaires, on va avoir justement ce qui est traitement de déchets dangereux. Et ensuite, pour un peu plus de 6%, nous avons tout ce qui est recyclé. Vous voyez que c'est qu'une petite partie, la plupart de ce qui est rejeté des déchets sont soit enterrés, selon les normes du pays, évidemment, il y a des normes environnementales, mais elles ne sont pas les mêmes dans chaque pays, ou soit c'est envoyé également dans les poubelles du monde, donc dans des pays asiatiques malheureusement, qui acceptent de payer pour recevoir des déchets. Mais comme d'habitude, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour analyser une société. Et c'est ce qu'on va faire maintenant dans les chiffres pour voir la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle s'est dégagée des marges? Est-ce qu'elle a un business rentable? C'est parti avec la structure du capital. Déjà pour commencer, on voit qu'il y a quasiment 100% des actions qui sont en circulation. Le capital n'est pas détenu par une personne en particulier. On voit qu'il n'y a que 0,22% des actions qui sont détenues justement par les initiés. C'est vraiment très très peu. Et il y a quasiment 84% qui sont détenus par les institutions. Donc ça, c'est vraiment signe que cette entreprise plaît aux institutions, qu'elle est rentable, puisqu'on voit qu'il y a quand même 2634 sociétés d'investissement qui la détiennent. Et ça, c'est beaucoup pour une entreprise qui est seulement américaine, même si un tout petit peu de Canada, on est d'accord. Ensuite, sa taille, on voit qu'aujourd'hui, elle a une valeur d'environ 100 milliards de dollars, dont 83,5 milliards de capitalisation boursière et quand même un peu endetté, 16,7 milliards de dettes. Mais on verra de toute façon que c'est une entreprise qui a un capex énorme, elle a un besoin d'investissement forcément qui est énorme, elle a beaucoup d'immobilisation forcément, rien que pour la flotte de camions qui traitent les déchets, ensuite également pour les usines, les stations d'épuration et tout ça, vous voyez que vraiment il y a vraiment un gros besoin d'immobilisation. Donc c'est normal qu'elle ait de la dette également, elle ne peut pas se financer à 100% par la bourse. On voit ça graphiquement, sa santé financière, avec sa couverture de la dette, on voit qu'elle est quand même pas mal endettée, c'est ce qu'on voyait juste avant. Par rapport à la part de free cash flow et la part de liquidité est équivalent, mais structurellement, de toute façon, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de liquidité. Une fois qu'elle a son besoin en fonds de roulement, avec une marge un petit peu de sécurité, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup plus, puisque comme elle doit beaucoup investir, ça coûte moins cher d'investir ses liquidités que d'emprunter. En tout cas, aujourd'hui. Donc pour les entreprises qui ont besoin de beaucoup investir, c'est pas forcément intéressant de regarder non plus le free cash flow. Évidemment, il faut pas qu'il soit négatif, il faut quand même qu'il soit en bon positif, mais proportionnellement par rapport à la dette, forcément, il sera moins intéressant que comme une entreprise de la tech par exemple, ou alors du luxe. Ce qui est plus important, ça va être justement la marge nette, sa marge d'exploitation et après ensuite sa marge nette. Là, on voit qu'elle a une bonne marge nette qui a d'ailleurs augmenté récemment, ou plutôt qui avait baissé avec le Covid et qui se restabilise au niveau antérieur au Covid. Et de toute façon, regardez la fourchette, c'est entre 10 et 11,5%, ça reste quand même tout le temps constant. C'est normal, ils font pas non plus ce qu'ils veulent, on verra qu'ils ont des concurrents, et puis de toute façon, c'est pas un secteur où on peut mettre 50% de marge, clairement, c'est pas possible, sinon les poubelles, elles vont traîner dans la rue, il y aura des grèves de partout. Donc on voit que le revenu et le revenu net augmentent, et que cette entreprise fait de bonnes marges nettes. On va voir ça plus précisément avec le cash flow, pour voir l'évolution, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, il y a une croissance chaque année du cash d'exploitation, parce que c'est vraiment lui là qui nous intéresse, globalement, en dehors bien sûr de la crise sanitaire qui est complètement hors norme, elle a une croissance continue de son cash d'exploitation et une croissance entre 1 et 2 chiffres. Donc c'est quand même
intéressant et c'est lié notamment au fait qu'il y a toujours de plus en plus de déchets, qu'il y a de l'inflation. Donc là, en l'occurrence, pour eux, c'est une bonne chose, hein, parce que quand il y a vraiment une montée d'inflation directement, eh bien, eux, ils ont déjà leurs immobilisations, ils ont déjà leurs charges d'amortissement qui sont calculées et prévues à l'avance. Et quand tous les prix augmentent, notamment les prix des services, eh bien, eux, ils vont être gagnants. Par contre, évidemment, une fois qu'ils vont devoir réinvestir, forcément, eh bien, ça va coûter cher. Mais bon, l'inflation ne s'arrête pas. De toute façon, on n'est pas en déflation. Ça leur ferait très très mal. Attention, si jamais ça arrive. Il y a beaucoup de sociétés qui, eh bien, s'écrouleraient en bourse s'il y avait une déflation. Mais on n'y est pas du tout, je vous rassure. En tout cas, je parle que aux US, hein, parce que là, on est 100% US. Enfin, 96%. Donc là, on n'y est pas du tout. Ce qu'on peut regarder rapidement, eh bien, c'est justement, hein, on voit que les cash d'exploitation, ils sont bien, ils augmentent, mais que les cash liés aux activités d'investissement, regardez, ils sont très 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 importants. Et c'est pour ça que le free cash flow n'est pas tout le temps constant. Ils ont des investissements périodiques de montants importants. Donc selon l'année dans laquelle ils les font, et c'est pas tous les ans pareil. Mais tant qu'à la fin, il y a un bénéfice, pour nous, investisseurs, ça nous va bien. Au niveau des dividendes maintenant, même si évidemment c'est les dividendes bruts, puisque vous êtes obligé d'investir dans un CTO, un compte titre ordinaire pour avoir une société américaine comme ceci, je vous recommande d'ailleurs DeGiro, tout simplement, très simple, très peu de frais. Si vous ne voulez pas avoir des frais de change, vous pouvez même investir sur TradeGate. C'est une bourse en euros avec des horaires étendus sur laquelle vous pouvez trouver la plupart des entreprises américaines et ça vous évite de vous prendre des gros frais de change si vous n'avez pas de compte en dollars. Donc voilà, si vous voulez DeGiro, que j'utilise personnellement, j'ai un lien d'affiliation dans la description si ça vous intéresse. Et Fortuneo pour le PEA d'ailleurs également, mais là c'est pas éligible. Donc, le rendement du dividende, il est aux alentours de 1,5%. En tout cas, aujourd'hui, il est un petit peu plus avant, mais là, la société vaut un petit peu plus en bourse, donc il est moins intéressant proportionnellement au prix de l'action. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation constante du montant du dividende. Donc ça, c'est assez intéressant également. Ça montre aussi que l'entreprise se porte bien. Est-ce qu'elle est bien pour les actionnaires? Parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Nous, on est actionnaires, donc ça nous intéresse fortement sa politique. Et bien là, en l'occurrence, c'est bon signe. Elle a une politique de rachat d'actions qui est assez intéressante. Donc entre 2017 et maintenant, il y a eu un peu moins de 10% des actions totales qui ont été rachetées. Donc c'est quand même assez important, hein. Rappelez-vous, il y a deux façons de récompenser les actionnaires. Il y a les dividendes, c'est une récompense rapide. Le montant des dividendes est détaché du prix de l'action et ensuite vous êtes directement imposé dessus. Et d'un autre côté, il y a une deuxième possibilité, c'est bien de racheter des actions. Et dans ce cas-là, l'avantage, c'est que ça va gonfler le prix de l'action parce que le nombre d'actions va diminuer, donc mécaniquement, ça va augmenter le prix de l'action. Ça, c'est très intéressant parce que fiscalement, on est taxé que quand on vend l'action. Pourquoi cette différence? Globalement, l'entreprise, quand elle donne des dividendes aux actionnaires, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de l'argent. Bon, je schématise évidemment, il y a d'autres stratégies, hein, parce que ça va attirer aussi les investisseurs. Et dans un autre côté, quand elle rachète des actions, c'est qu'elle investit en elle-même, qu'elle croit en elle, et ça récompense également les investisseurs, notamment les investisseurs du monde entier, puisque, je vous ai dit, fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux pour tout le monde. Et au niveau du rendement du capital investi, donc là, on est toujours au-dessus de 10%, sauf crise. Donc c'est pareil, pour une société comme ça, c'est très intéressant. Surtout qu'on voit que c'est très stable. Alors en petite conclusion, est-ce que Waste Management va bien? Eh bien oui, les déchets, il y en a toujours. Ça coûte de plus en plus cher de les évacuer, de les gérer, de les recycler. Il y a de moins en moins de place. Donc forcément, ça va profiter aux entreprises qui gèrent les déchets. Donc pourquoi pas investir dedans? Et le gain qu'on fait, ça nous paiera le montant des poubelles qui augmente chaque année. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, faites ce que vous voulez. C'est votre argent. Je n'ai pas le droit de conseiller qui que ce soit sur quoi que ce soit. Je vous partage juste mes analyses. En tout cas, elle va bien et maintenant, on va voir si elle peut aller encore mieux pour les prochaines années parce que dans l'investissement, on est dans le futur. Quelles vont être ses possibilités de croissance, ses vecteurs de croissance? Premièrement, est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses coûts? Là, non, pas du tout. Pas du tout. On a vu qu'elle devait tout le temps investir. Ça coûte de plus en plus cher. Tout coûte de plus en plus cher. Donc, non, absolument pas. Elle ne pourra pas réduire ses coûts. Ça, c'est niet. Ensuite, augmenter ses prix, là oui, hein, malheureusement, comme on a vu, heureusement du coup pour Waste Management, mais oui, elle peut augmenter ses prix. La demande, de toute façon, elle sera toujours là, et en plus, elle va être de plus en plus croissante, hein. C'est pas parce qu'il y a 3 bouteilles en plastique en moins, et encore il n'y en a pas en moins, mais que ça va s'arrêter, hein. C'est pas les pseudo-choses écolo
qui existent pour l'instant qui vont réduire justement le nombre de déchets qu'il existe. À partir du moment où on vit dans une société de consommation, de toute façon, il y aura beaucoup de déchets. Et les États-Unis vivent pour la consommation. Ensuite, conquérir de nouveaux marchés, j'ai mis non. Non, pas directement. Après, par contre, il va y avoir de nouvelles choses, je pense, avec la gestion de l'énergie, justement, la transformation des déchets, mais ça restera complètement dans leur secteur d'activité. Ça va être des améliorations de ce qui se passe déjà maintenant, mais ils vont pas se mettre à vendre des iPhones. Ensuite, augmenter les volumes de l'existant. Oui, c'est ce que je disais juste avant, c'est pareil. Tant qu'il y aura des déchets, eh ben, ils seront là, tout simplement. Et redressement ou vente d'une filiale non rentable, bah non, pas du tout. Ils sont extrêmement spécialisés, donc ça ne les concerne pas du tout. Globalement, le cours de cette entreprise va dépendre de la consommation et de l'inflation. Et combien ça coûte tout ça? Eh bien, tout simplement, ça coûte quand même assez cher. Aujourd'hui, on a un price earning de 33, mais on voit que, eh bien, globalement, on a toujours un price earning qui est assez élevé, notamment depuis 2019, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une bonne croissance. Donc, comme d'habitude, les bonnes entreprises se payent. Et c'est avant 2017-2018 qu'elle était moins chère. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, il y a eu de l'impression monétaire et avec ça, de l'inflation. Ensuite, le ratio prix sur flux de trésorerie, c'est pareil, on est assez élevé par rapport aux autres années. On est peut-être sur une valorisation un peu plus chère que d'habitude. En même temps, on verra que là, en ce moment, on est sur un plus haut historique, ou à peu près. Et pareil, le ratio de la valeur de l'entreprise sur l'EBITDA, eh bien, il est assez élevé, mais globalement, on reste dans les mêmes valorisations que d'habitude, à quelques pourcents près. Si vous investissez pour le long terme, et c'est ce qu'il faut faire quand on fait de l'investissement, comme d'habitude, eh bien, on va dire qu'on est au prix habituel. De toute façon, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui sont vraiment dévalorisées et pour une raison qui n'est pas valable. J'ai fait pas mal de vidéos aussi pour la théorie sur l'investissement, donc c'est un petit peu plus boring à regarder, sauf que c'est quand même ultra important à comprendre. C'est Howard Marks qui a écrit un excellent livre qui s'appelle La chose la plus importante, et j'ai fait des vidéos sur les meilleurs des chapitres. Ultra important à comprendre avant d'investir. Allez, on est tout de suite parti pour une petite analyse avec Ishimoku, c'est parti, let's go. Comme d'habitude, on commence, on est en logarithmique et chaque bougie représente un mois ici. Si vous aviez investi lors de l'IPO en 88, eh bien déjà 2 ans après, l'entreprise aurait fait moins 72%, ça fait mal. Mais entre-temps, regardez, aujourd'hui, on serait à plus 7600%, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça n'a pas été un parcours de santé olympique tout le temps. On va aller regarder la crise des années 2000, elle a fait très mal, alors que c'était la bulle technologique, hein. Mais regardez l'entreprise qu'elle a perdue également. Eh bien, elle a perdu 77%, même 78% de sa valeur. Autant vous dire que, eh bien, vous avez des sueurs froides quand ça arrive. Vous vous dites que vous avez une entreprise qui est plutôt fiable, avec une demande qui ne peut s'arrêter, et en fait, la société perd quand même quasiment 80% de sa valeur. Donc là, franchement, ça fait très mal, mais c'est dû aussi au fait qu'elle avait des valorisations extrêmes juste avant. Par contre, la suite du parcours boursier est bien plus intéressante, notamment, regardez 2008, hein, la chute a été bien moindre. Ok, 40%, mais très vite résorbé, en gros moins 30%, et ensuite on est bien reparti à la hausse, et depuis, eh bien, une très belle montée, imaginons depuis 2010, environ 760%. Voilà, donc de très bonnes performances, avec, regardez, une volatilité qui n'est pas énorme, hein. Et aujourd'hui, on est quasiment à un plus haut historique. Bon, globalement, depuis 2010, on est en très belle tendance haussière, et elle n'a pas été remise en compte une seule fois, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour le moment. On va les regarder en hebdomadaire. Eh bien, c'est la même chose. On a eu quelques petites frayeurs, quelques petits rebonds ici, mais regardez, la lagging span n'est jamais passée sous le nuage. Même ici, 2020, crash éclair, la lagging span est venue rebondir sur le bas du nuage. Bon, petite frayeur quand même, voilà, ça aurait pu faire un petit peu peur. En même temps, à ce moment-là, on pensait que le monde allait s'arrêter. Et finalement, on est reparti à la hausse. Et donc, la dernière fois qu'on a eu vraiment, eh bien, une vraie frayeur, c'était en 2011, juste ici, juste après être reparti. Mais depuis, très belle tendance haussière. L'entreprise se porte très bien. En journalier, maintenant, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais en journalier, on a une résistance autour de 210, qu'on n'arrive pas trop à franchir pour le moment. Il n'y a rien de très franc, on n'est pas dans une tendance bien dessinée. C'est vraiment, c'est brouillon pour le moment, donc là, on peut pas tirer grand-chose, pas tirer beaucoup de conclusions. On va tracer quelques supports en hebdomadaire. On a le bas du nuage juste ici, d'accord, qui se trouve à 185, ensuite un petit peu plus bas, la même chose. Après, bien sûr, on a déjà le haut du nuage, hein, juste ici, ou là où on arrive, en tout cas par là, dans cette zone. On peut le tracer comme ceci, ok, aux environs de 200. Et après, bien plus bas, mais bon, quand même, prendre ses précautions, on va dire qu'on a le plat de SSB juste ici, d'accord, qui est quand même bien plus bas. Bon, après, il y en a 2-3 autres.
En mensuel également, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose parce que on est un peu dans le ciel. Donc voilà, on va garder les résistances hebdomadaires. Et on va juste mettre la Kijun qui fait un petit plat ici, hop, juste ici, donc ça rejoint un petit peu l'autre aux alentours de 185. Voilà, c'est pour vous donner un peu une vision globale, et ensuite en dessous, il n'y a pas grand chose, hein. Après, ce serait le haut du nuage, et ensuite le bas du nuage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va comparer les performances avec celles de ses concurrents. Bon, déjà, on va comparer avec Veolia, hein, puisque c'est la même chose, mais en France, globalement, et j'ai un peu tout nettoyé pour que ce soit plus clair. Bon, là, sur cette très longue période, la performance de Waste Management est bien meilleure, il n'y a pas photo. Veolia, on est à plus 129%, et Waste Management plus 1340%. Si on met sur 15 ans, il y a encore une grosse différence, mais par contre, si on met sur 10 ans, même 12 ans, et bien là, Veolia a eu de très bonnes performances également. On va laisser sur 15 ans pour avoir une bonne comparaison avec ses adversaires, avec ses concurrents. On va avoir comme autre société Republic Services, qu'on va mettre, donc qui est américaine également, hein. Et là, on voit que les performances sont quasiment similaires. On est vraiment sur quelque chose d'exactement pareil, à quelque chose près, d'accord? Ensuite, on va avoir également Waste Connection, d'accord? Qui, sur la même période, a une performance bien meilleure. Et quand on rezoome un petit peu, cette fois-ci, par contre, et là, ils sont, moins bons. C'est tout simplement que, ils ont mieux vécu le début, donc entre 2010 et 2012, que les autres entreprises. Et ensuite, la dernière qui est plus petite et plus spécialisée dans les déchets dangereux, donc c'est quand même pas exactement la même chose, c'est pas toujours les mêmes besoins, mais bon, c'est quand même pour avoir une comparaison, c'est Clean Harbors, d'accord? Donc sur la même période, Clean Harbors fait moins bien, par contre, récemment, regardez, plus on zoome et plus ils vont monter, enfin là c'est pas vrai, c'est la ligne verte, hein, si jamais, mais c'est très récemment qu'ils ont fait une belle percée. Ok, mais sur le long terme, ils sont moins bons. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien que toutes ces entreprises, elles ont des performances très similaires, en tout cas aux US, hein, pas en France. En France, on est bien moindre comme d'habitude. Donc je ne vais pas analyser ces concurrents qui sont quasiment exactement pareils. Ces concurrents sont Waste Connection et Republic Services. Voilà, donc c'est les trois qui sont ici, hein, tout simplement. Si vous ne savez pas dans laquelle investir, tout simplement investissez dans les trois, répartissez le risque, et comme ça vous aurez tout simplement le secteur. Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous c'est le genre de société qui vous intéresse, si vous en avez en portefeuille, et n'hésitez pas à me donner des noms de sociétés que vous voulez que j'analyse. D'ailleurs c'est un abonné qui m'a parlé de cette société, je le remercie. Et pour l'heure, moi je vous dis bon investissement, thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!